C'est assez intéressant parce que là, on parle de données, de visualisation de données. Et on a comme assumption à chaque fois que les données, ça va être des données digitales, que les visualisations, c'est potentiellement sur des écrans. Et il y a eu des tas de moments dans l'histoire où on générait beaucoup de données. Là, c'est mieux? Tout le monde m'entend? Ok, super. On générait beaucoup de données. Je pense qu'on avait aussi ce sentiment et cette sensation de big data, de générer trop de données. Mais on n'utilisait pas forcément les mêmes technologies et les mêmes techniques. Avant qu'on invente les chiffres et avant même qu'on invente le langage écrit, on utilisait des représentations de données qui étaient faites avec des petits bouts d'argile qu'une ethnologue, Denise Schmand-Besserat, a identifié. Et ça, c'était 8000 ans avant Jésus-Christ. Et ces petits bouts d'argile, en fait, on les utilisait pour compter, pour représenter des données, mais aussi c'était du coup un support d'enregistrement. Et aujourd'hui, on a une séparation très forte entre les supports d'enregistrement, donc par exemple les disques durs, et les représentations qu'on va avoir des données, donc par exemple les écrans et les visualisations. Ok, c'est les jetons dont je voulais parler. Et en fait, à ce moment-là, ils ont eu un gros problème justement de big data. C'est qu'ils ont commencé à avoir un jeton pour un bien qui devait échanger. Et ils devaient comparer le nombre de jetons pour faire des transactions. Et petit à petit, comme vous imaginez, il y a eu de plus en plus de jetons, et transporter ces jetons, c'était lourd et compliqué. Et donc du coup, ils se sont dit à un moment donné, on va arrêter de faire de jetons, on va commencer à prendre les jetons et on va les utiliser pour faire des marques sur de l'argile. Et là, on peut voir ici qu'ils ont commencé à faire des marques, et donc à chaque fois, on avait des unités. Et ce qui est intéressant, c'est que déjà, on peut identifier que dans la présentation graphique, il y avait des différences, il y avait une manière de présenter graphiquement qui permettait de voir de comparer entre les lignes et les colonnes et de voir des différences dans les données. Ensuite, on a créé des représentations un peu plus abstraites, comme les nombres, qui permettent de compter plus facilement, faire des additions, soustractions, multiplications, les chiffres arabes. Et puis plus tard, il y a d'autres personnes qui ont utilisé de la physicalisation de données, comme Jacques Bertin, qui est un chercheur reconnu dans le domaine, qui était directeur de l'EHESS, qui utilisait des matrices d'adjacence pour analyser des données qualitatives qu'il récupérait à l'EHESS. Si vous êtes intéressé par la physicalisation de données, je vous conseille d'aller voir ce site, dataphys.org. C'est une collection de physicalisation de données qui est produite par deux de mes collègues à l'INRIA, Ivan Jensen et Pierre Dragicevic. Ok, alors pourquoi c'est utile de représenter les données, soit avec des versions tangibles ou soit avec des versions visuelles? Si je vous présente ce tableau qui est le nombre de personnes qui ont donc par État des États-Unis, le nombre de personnes qui ont eu un college degree, le pourcentage de personnes qui ont eu un college degree et le revenu moyen par habitant, et que je vous demande quel est le plus grand, le plus petit, est-ce qu'il y a une tendance? En fait, c'est très difficile à voir. Et ce qui est intéressant, c'est que si on change la représentation, qu'on juste positionne les éléments en X ou en Y, c'est exactement les mêmes données, sauf qu'elles sont positionnées sur un plan. Là, on peut voir tout de suite quels sont ceux qui sont... quel est l'état avec le plus haut revenu. Mais une chose qui est intéressante aussi, c'est qu'on peut voir qu'il y a des outliers, on peut voir qu'il y a une tendance, et on peut faire un certain nombre d'analyses qu'on ne pourrait pas faire juste avec les données comme ça. Bon, on peut dire, ok, ça c'est chouette, c'est les visualisations, mais en fait maintenant on a des algorithmes, on peut utiliser des outils statistiques, et ça nous permet automatiquement de savoir des informations qu'on n'a pas besoin de visualiser finalement. En fait, il y a un statisticien qui s'appelle Ascombe qui a créé 4 datasets, qui sont ces 4 datasets-là, qui ont exactement les mêmes propriétés statistiques en termes de somme, en termes de moyenne et en termes de déviation standard. Par contre, au moment où vous les visualisez, en fait, vous n'avez pas du tout les mêmes distributions, en fait. Et c'est là que c'est intéressant de voir, quand vous ne savez pas exactement ce que vous cherchez dans les données, peut-être que une méthode statistique ne vous aidera pas forcément à trouver ce que vous cherchez. Peut-être que ça peut être intéressant de les représenter graphiquement.
Et ça, c'est si on peut identifier ça aussi facilement quand on les représente graphiquement, c'est parce qu'il y a des processus cognitifs qui sont appelés processus préattentifs, où on identifie, notre cerveau identifie plus rapidement les couleurs, les positions des objets, et nous donne ça comme information avant même qu'on ait conscience de l'image. De plus, la vue est l'un des sens de l'homme qui a la plus grande bande passante. Donc visualiser, c'est utile pour comprendre, pour manipuler, pour analyser, mais aussi pour communiquer des données. Et Pauline va vous montrer que c'est aussi utile pour en enregistrer. Oh, il y a une erreur de typo. Combien parmi vous ont un compte en banque? Ok, combien parmi vous reçoivent leurs données de leur compte en banque, les dépenses, banque relevées, c'est ça, ouais. Il n'y en a pas beaucoup. Combien le regardent? Ah, quand même. Une chose qui est intéressante, c'est que les données, souvent on parle des données qui sont produites par plein de gens, mais il y en a aussi plein de données personnelles. Et le compte en banque, c'en est un. Et moi, j'ai un problème, c'est qu'à chaque fois, je reçois mon truc de compte en banque et je ne sais pas quoi en faire. D'abord, c'est dans un format ISIP, PDF, ou c'est imprimé. Et ensuite, je ne peux pas transformer ça en visualisation. Et en fait, créer des visualisations, ça peut être compliqué aussi en soi. C'est une BD que j'aime bien où ils expliquent que le clavier a été créé par le département statistique de l'entreprise. Ok, donc du coup ça divise un peu la population entre deux groupes de personnes, qui sont des personnes qui savent traiter ces données ou des personnes qui ne savent pas traiter ces données, comme mon filleul ou ma grand-mère. Et j'aime pas trop en fait cette division parce que d'abord ma grand-mère elle est experte sur plein d'autres choses, mais aussi parce qu'en fait finalement c'est un peu gênant. Donc moi j'avais envie j'ai envie de vivre dans un monde où on peut, si c'est possible, tous pouvoir manipuler ces données, les visualiser, se les représenter, faire des analyses et pouvoir agir dans la société par rapport à ça. Donc je me suis posé cette question qui était, ok, comment on peut démocratiser la création de visualisation pour des personnes qui sont non experts? Et ce matin, on me disait, demain, R, ce sera une baseline parce qu'aujourd'hui, Excel, c'est une baseline. Je pense qu'Excel, c'est pas une baseline. Il y a plein de gens qui ne savent pas utiliser Excel. Et c'est très compliqué d'utiliser Excel pour une grande population sur la planète. Du coup, il y a Brett Victor qui a expliqué quels étaient pour lui les paradigmes différents de création de visualisation. Et il a identifié 3 paradigmes. Utiliser un logiciel ou dessiner avec un logiciel comme Illustrator ou un papier et un crayon, ou coder avec un outil comme D3 dont on vient de parler, ou Processing. Le problème, c'est que chacun de ces logiciels ont, chacune de ces approches et de ces paradigmes ont des limites. Et je me suis intéressé à une approche qui me paraissait avoir moins de limites et surtout qui avait très peu été étudiée, qui était comment on peut construire des visualisations. Ici, vous avez le nombre de papiers qui étaient sur les sujets dans le domaine de la visualisation à l'époque. Donc je me suis intéressé à cette approche, qui est comment on peut construire des visualisations. Construire une visualisation, c'est créer une visualisation en assemblant des composants qui représentent des données. J'ai fait une petite étude, très rapide, je vais essayer d'être hyper speed pour vous présenter l'étude, et je vais vous présenter juste une partie, parce qu'avec cette histoire de plugin, on a perdu pas mal de temps. Je me suis demandé, ok, peut-être que c'est utilisé depuis la fin de temps, mais peut-être que tout le monde n'est pas... peut-être que c'est utilisé depuis la fin des temps, mais que tout le monde n'est pas apte ou ne sait pas comment créer une visualisation de données en construisant une visualisation. Du coup, j'ai voulu faire cette étude, j'ai fait un dataset de données de fausses données de banque, et j'ai demandé à des gens, ok, ça c'est un dataset d'un ami à toi, est-ce que tu peux trouver une manière de le visualiser pour l'aider? Il a des problèmes avec ses dépenses, et il ne sait pas trop comment gérer ses dépenses. Et donc ils avaient un mapping visuel qui était suggéré, un jeton pour 15 éléments, le dataset qui était là, et puis ici une boîte de jetons, et un espace de travail. Je leur ai demandé 3 choses, de créer, de mettre à jour, et de créer, de mettre à jour et d'annoter la visualisation pour que des personnes, la physicalisation, pour que des personnes puissent la comprendre après s'ils n'étaient pas là. Là, c'est les résultats qu'on a eus. Ils ont pris 11 minutes pour créer, 6 minutes pour mettre à jour et 7,5 minutes pour annoter.
Une question du coup que je me posais, c'était est-ce que quelqu'un qui ne saurait pas utiliser Excel prendrait autant de temps? Je ne sais pas, je n'ai pas encore fait l'étude appropriée pour ça. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'on a pu voir des personnes qui ont créé des bar charts, ok, classique, mais aussi des personnes qui ont créé des visualisations qui n'existaient pas dans l'état de l'art. Des visualisations qui permettaient d'inférer des données qui n'étaient pas présentes dans le dataset. Une autre chose qui était aussi rigolote, c'est qu'on a eu une personne qui nous a dit qu'elle utilisait ça avec des pièces de 1 € pour planifier son budget chez elle. Bon, ensuite, suite à ça, en fait, on a transformé ça un peu en un workshop qu'on a fait, et à un moment donné, il y a quelqu'un que vous connaissez qui nous a dit « Ah, comment tu peux transformer ça en un kit où les gens ils peuvent comprendre et l'utiliser ?» Du coup, on s'est dit « Ok, let's go !» Et on a fait un kit open source où tout le système de jetons est en open hardware et vous pouvez le créer. Et avec un manuel d'utilisation, si vous voulez, vous pouvez le télécharger en ligne. Voilà, maintenant je vais laisser la parole à Pauline pour qu'elle puisse présenter comment elle a utilisé cette approche. Merci Samuel. Et du coup, bon, partant de cette idée de construction de représentation de données tangibles que vous avez exposé Samuel, il y a deux dimensions qui me semblent intéressantes et à retenir, c'est la dimension constructive au sens de j'agis, je manipule et je suis dans l'action. Donc on pourrait dire embodied cognition, embodied thinking en anglais, qui serait à traduire en français, je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent se lancer dans la traduction de embodied qui est assez large. Et la dimension physique, donc la dimension de l'objet physique. Donc on parle d'objet et on parle d'action. Il me semble d'ailleurs que parler juste d'objets physiques, c'est un peu réducteur. On pourrait imaginer des odeurs, des sons, des lumières. Enfin, il me semble que ça serait intéressant de travailler avec toutes sortes de matériaux. Donc pour ma part, j'ai produit des objets qui permettent de créer des représentations qui, selon ces deux dimensions, parfois en les combinant, parfois en isolant ces dimensions. Et je vais vous présenter différents contextes. Donc il faut quand même retenir qu'à chaque fois qu'on s'engage dans un processus de construction des représentations tangibles, on se pose à peu près les mêmes questions. Donc la première étant de quelles données je parle. On a parlé là pas mal de données qu'a priori on a dans des fichiers CSV, donc tout va bien, mais parfois il faut aussi créer et collecter ces données. Donc comment on fait pour faire ça? Et une fois qu'on sait de quelles données on parle, il faut aussi se poser la question de quelle matière, quelle forme j'utilise. Donc qu'est-ce que le choix du matériau va raconter de ces données? Donc le lien entre les données, l'histoire qu'elles racontent et le sujet et les matériaux. Et ensuite, comment ces données sont-elles structurées? Sachant que parfois elles ne le sont pas, donc il faut réfléchir à la structuration. Comment est-ce que je peux les structurer de manière intéressante? Et une fois que je les ai structurées, en fait, je vais travailler la matière que j'ai choisie pour rendre compte de cette structuration. Et là, il y a un va-et-vient entre structuration des données, structuration, et du coup, construction des variables en fonction, par exemple, de la couleur, de la forme, du poids, des odeurs. Enfin, on peut imaginer plein de choses. Donc le premier exemple dont je vais vous parler, c'est un exemple assez amusant. En fait, on a commencé comme le sujet, on a pris comme sujet nous-mêmes avec des amis. On s'est posé la question de comment représenter nos émotions et nos humeurs, ce qui est a priori pas des données classiques, dur à mesurer, donc c'était un défi intéressant. Et là, ce qui nous intéressait particulièrement, c'était comment est-ce qu'on va rendre compte de la sensibilité des émotions. Donc on est parti sur l'idée d'utiliser de l'encre colorée avec du tissu. Et ce qui nous plaisait, c'était que du coup, la diffusion dans le tissu rendait, avec la lenteur et l'effet comme ça de couleurs qui se diffusent, rendait la sensibilité de l'émotion, et le mélange des différentes encres pouvait permettre la nuance des émotions, parce qu'on ne ressent pas une seule chose a priori. Donc on a élaboré un code, par exemple l'anxiété en bleu, la joie en jaune ici. On a relevé nos émotions tous les matins pendant 5 semaines chacune, et donc on a visualisé ça, comme on le voit, avec sur des tableaux, mais aussi on a fait une petite animation de ces différentes tâches qui là permettait plutôt d'essayer de voir s'il y avait des dynamiques dans la succession des différentes humeurs. Donc s'il y avait des patterns récurrents, est-ce qu'on pouvait voir des choses? Donc on voit aussi qu'il y avait une graduation qui permettait d'encoder l'intensité de l'émotion. Et 3 choses nous ont particulièrement intéressés et frappés, auxquelles on ne s'attendait pas forcément. Le premier étant le moment de récolte de la donnée.
ça peut paraître... je pense que ça s'apparente à de l'art-thérapie, j'en ai jamais fait, mais j'imagine que voilà, ce moment où on prend le temps d'avoir un regard réflexif sur comment on se sent, comment je l'encode, qu'est-ce que le fait même de manipuler la couleur comme ça raconte et me dit de moi. La deuxième chose, c'était la discussion que ça a permis entre nous, parce qu'on avait du coup des moyens de comparer et de se parler de nos émotions qui étaient différentes du langage. Et ça, c'était vraiment très intéressant. Et troisième chose intéressante, c'est que les gens, une fois qu'on l'a exposé, on a exposé les tableaux, se sont énormément projetés dans ce qu'ils percevaient de nos personnalités. Donc ça, c'était vraiment... ils avaient tous envie de le faire et il y avait un partage... voilà, je pense que avoir un autre langage comme ça pour parler de ces choses, c'était vraiment intéressant. J'ai refait l'expérience ensuite avec des primaires, donc dans une classe. On faisait des innovations pédagogiques avec un enseignant. Et pour essayer de comprendre comment les enfants le vivaient, on a refait l'expérience. Et là aussi, on a constaté des choses assez intéressantes. Premièrement, engagement et motivation. Donc ils avaient très envie de faire, c'était ritualisé à la fin de chaque expérimentation. L'entretien coloré était devenu un rituel. Là aussi, il y avait des possibilités de comparaison et de discussion entre eux. Donc non seulement des enfants de 6 ans avaient réussi à comprendre l'encodage, donc écrire et lire, et négocier ensemble le sens et recontextualiser le sens de leur visualisation dans l'action l'activité qu'ils venaient d'avoir. Et c'était amusant parce que quand ils travaillaient en petit groupe, du coup, quand ils voyaient les représentations des autres, ils disaient « Ah bon, t'as ressenti ça ?» Mais j'avais pas du tout perçu ça pendant l'activité, donc c'était un moyen voilà, de comprendre ce qui s'était passé pour eux. Donc faire, voir et discuter ensemble. Et forte de ces expériences-là, on en voit encore un panneau avec une enfant qui montre les visualisations. Et on a continué ensuite ces expériences avec des étudiants de master, où là, en fait, on a fait pareil, une innovation pédagogique. On leur a fait faire du design. Et c'était des étudiants en ergonomie à l'université, donc qui n'avaient pas du tout l'habitude de ce genre de pédagogie. Donc pour les outiller un peu et qu'on puisse comprendre les différentes phases du processus de design et à quel point ça les déstabilisait, et là où c'était peut-être un peu trop déstabilisant pour eux, on leur a proposé un carnet de notes avec différents axes, donc des star plots par exemple qui encodent la satisfaction, le défi, le niveau de stress, l'engagement, etc. Et voilà, ils pouvaient prendre note de leurs états à différents moments en fonction du process. Et c'était pas très pratique à comparer ensuite. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de trouver des formes pour montrer un peu les dynamiques et pouvoir comparer entre les étudiants et essayer de voir des patterns, etc. Donc on a essayé des impressions 3D, plusieurs types d'impressions 3D. Il y a des petites formes. On a essayé... Je suis désolée, du coup, avec mon ordi qui s'est rallumé, c'est devenu un peu dur à voir, mais bon. Je les ai avec moi, donc vous serez invités à les regarder et à les toucher, ce sera plus parlant. Et ensuite, on a découpé ça dans du bois, dans du médium, et on s'est rendu compte que c'était très intéressant d'avoir ces représentations-là, parce que non seulement on avait les différentes tranches qu'on pouvait comme ça assembler pour montrer par étudiant les dynamiques dans le temps et comparer entre étudiants. Donc on voit ici la brochette que ça crée, avec les mini-sculptures. Voilà, donc il y a aussi tous les sens, hein, donc on peut tourner autour, etc. Je vais enlever le son, ça sera mieux. Et une autre chose qui était intéressante, c'est qu'on peut évidemment du coup les séparer et trouver des familles. Beaucoup plus facilement qu'avec des dessins et les star plots qu'on voyait au début. Et donc là, on peut essayer de voir entre les étudiants s'il y a des patterns qui reviennent et du coup comprendre les différents processus et revenir aux données beaucoup plus fines du coup dans leur carnet, parce qu'en général ils prenaient des notes à côté, et comprendre s'il y avait dans notre façon d'enseigner des choses à modifier, et comme ça créer une réflexivité collective avec les étudiants sur les manières d'apprendre et d'enseigner. Un autre exemple complètement différent pour le coup. Donc là, j'ai travaillé avec le Fab Lab de la Cité des Sciences, le Carrefour numérique, et notamment avec Thierry Dassé qui travaille là. Et on a créé une table parce qu'on cherchait à comprendre les usages dans les Fab Labs. C'est pas du tout évident, on ne sait pas toujours ce que les gens viennent y faire ni les activités qui se passent dans un Fab Lab. Donc Fab Lab, atelier de fabrication numérique. Et
en fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il serait intéressant. En fait, eux, comme moyen, souvent, ils ont des questionnaires, donc des sondages assez classiques auxquels les gens répondent. Et nous, on voulait absolument éviter cette forme de questionnaire. Donc, on est parti sur l'idée d'une sculpture collaborative. Et la dimension esthétique, là aussi, comptait d'avoir un signe fort dans le lieu. Et comment ça marchait? Donc là, vous voyez les différents tests de création des variables pour essayer de voir qu'est-ce qui serait intéressant de relever, comment est-ce qu'on encode les activités des usagers, les tests colorés. On a pas mal travaillé à essayer justement à la dimension plutôt esthétique. Et on a catégorisé la raison pour laquelle les gens viennent au Fab Lab. Donc il y a une petite cheville de bois, donc les gens sont invités à prendre une petite cheville de bois colorée. Ensuite, ils sont invités à prendre les jetons qui correspondent à leur activité. Donc il y a par exemple, j'ai expérimenté, j'ai imaginé, j'ai produit, j'ai appris, j'ai montré différentes choses. Et ensuite, ils sont invités à... Vous êtes un peu coupé en fait, vous ne voyez pas très bien. Les gens sont invités, donc je vous disais, à créer comme ça des mini-sculptures et à poser ces sculptures sur la table qui, elle, encode aussi différentes dimensions, le temps passé et la fréquence de visite, si vous êtes un usager régulier ou un usager nouveau. Donc je vous montre une petite vidéo ici, je ne sais pas être trop long. Donc on a eu, pour la première phase où on l'a montré pendant 10 jours, il y a eu quand même 200 résultats, enfin 200 personnes qui ont participé volontairement et qui ont placé les jetons. Et là, ce qui était intéressant, c'est qu'on a eu plusieurs retours, notamment le fait que ça les faisait réfléchir. Enfin, voilà, moi, quand j'ai mené des entretiens, les gens m'ont dit je ne sais pas trop encore ce que j'en pense, mais en tout cas, ça m'a fait réfléchir. Et j'ai trouvé que c'était une très belle réponse de cet engagement et la façon de créer ensemble, donc la communauté crée ensemble une représentation de ces usages, ce qui, à la différence des sondages, permet une analyse ensemble in situ au lieu de garder ça pour les chercheurs qui feront leur cuisine avec les données dans leur coin. Et ensuite, on a différentes expérimentations qui réutilisent ces choses-là, mais plutôt pour le coup des cours, des enseignants et des pédagogies, mais je vais passer rapidement là-dessus. À un moment donné, on s'est dit, avec Pauline, waouh, c'est génial, on fait des trucs, il y a des parallèles dans notre travail, et puis on a eu envie de faire un atelier où c'était plus libre sur le type de création et de physicalisation que les gens pouvaient faire. Parce que là, vous avez vu dans mon cas, c'est des tokens, c'est structuré, il y a un format, on peut faire des unités, c'est facile à assembler, etc. Dans le cas de Pauline, le format aussi est défini, c'est des outils pour collecter des données. Et puis là, on s'est dit, et si on faisait un atelier où on essayait d'être complètement freeform? Si on faisait un atelier où on était freeform, mais en même temps on mettait des contraintes, qui sont des contraintes qu'on peut trouver dans n'importe quel projet de visualisation, de physicalisation. Une tâche, un environnement particulier, visualiser des données dans une école ou visualiser des données dans une entreprise, c'est pas pareil, et des datasets qui sont très différents. Par exemple, combien on peut avoir de personnes qui sont des demandeurs d'asile en Europe versus quel type d'alcool les gens consomment en Europe versus... donc des choses qui peuvent être symboliquement lourdes de sens et d'autres qui sont plus légères. Et on a décidé pour ça de créer un nouveau format. Il y avait une chose aussi qui était importante pour nous, c'était d'explorer comment les gens ils s'approprient la physicalisation de données. Je te laisse présenter l'atelier. Du coup, on était plusieurs chercheurs intéressés par quels peuvent être les bénéfices de la physicalisation. Et on s'est dit, alors pour créer un processus qui soit simple, qui engage les gens et qui peut leur permettre assez rapidement de comprendre, parce que c'est quand même pas évident, les données, les variables, les couleurs, les formes, tout ce qu'il faut pour en faire une. On a donc proposé un certain nombre d'outils que vous voyez en haut, un certain nombre de matériaux de base qu'on a choisis avec soin. Donc on avait du fil, on avait des caplas, on avait les tokens de SAM par exemple, on avait des Lego, on avait une quinzaine de matériaux. Ensuite, on a conçu 3 types de cartes. Donc des cartes sur le contexte, différents types de contextes, des cartes avec des datasets. Notamment, on cherchait des datasets qui, comme on le disait avant, aient du sens pour les gens. Donc
On a notamment travaillé avec un dataset sur le rating des situations. Est-ce que les situations sont appropriées ou pas, par exemple? Est-ce que c'est approprié d'embrasser quelqu'un dans une classe? Et voilà, ou de courir pendant une interview professionnelle. Et ensuite, on avait des tâches, donc convaincre, découvrir, etc., et collecter. Et donc, les gens étaient invités à se mettre par groupe, par petits groupes de 2 ou 3, et à choisir une carte de chaque tas, et ensuite à sélectionner 3 matériaux maximum. Ensuite, ils se mettaient à construire. Et un point sur lequel on a beaucoup insisté, c'est la documentation pendant le process, pour qu'ensuite ils puissent expliquer leur choix de design et pourquoi est-ce qu'ils ont fait le lien entre ces matériaux-là, ces datasets-là et ce contexte-là. Donc vraiment expliquer toutes les étapes. Et ensuite, la présentation à tout le monde, sachant qu'on leur a dit de ne pas parler pendant la présentation. Oui, normalement, ils ne devaient pas parler, ils devaient présenter la physicalisation et on devait la comprendre soit avec la documentation qu'ils avaient faite, soit avec la physicalisation elle-même. Donc ça, c'était un petit peu le setup de l'espace. Les gens, on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 groupes. Chacun a tiré 3 cartes différentes. Ils ont commencé à réfléchir, à prendre des notes, à calculer des choses, à faire des schémas, à découper, à faire des petites animations. Faire des animations, à colorier des choses. Et moi j'ai eu tous mes caplas qui ont été coloriés, ça c'était l'horreur. Mais ensuite, voilà, ils ont fait plusieurs choses. Et là on va vous montrer vraiment le travail de 3 groupes très rapidement. Le groupe 5, ils avaient, voilà, leur défi c'était, ils avaient le dataset, c'était le classement des comportements en fonction des situations dans le contexte d'un business meeting, et l'objectif c'était de collecter des données. Donc c'est un petit peu challenging. Donc ils ont commencé à construire ce device un petit peu étrange, et ça c'est leur vidéo qu'ils ont fait pendant la production qui a été faite avec l'outil. Donc ce qu'on voit, c'est qu'ils sont ce device avec différents élastiques qui vont tirer. Et en fait, chaque élastique représente ils sont dans une situation de business meeting. Bon, là pas vraiment, mais bon. Chaque élastique représente une émotion et chacun doit tirer l'élastique, et en fonction de la longueur dont il tire l'élastique, on enregistre. L'idée c'est d'enregistrer le niveau d'appropriateness. Et bien sûr, si on tire trop fort et des deux côtés, on casse le device. Le groupe 1 a une situation beaucoup plus simple, distribution d'alcool dans un dataset sur la distribution d'alcool dans un concept de musée, avec comme tâche de prendre plaisir à la visualisation. Donc leur objectif, eux, c'était d'utiliser un système de tokens aussi, où petit à petit on pouvait l'assembler. Et ça, c'était le rendu final. Et le groupe 2, c'est un groupe vraiment particulier parce qu'ils ont fait quelque chose de complètement différent, et je voulais finir là-dessus. Leur dataset, donc, c'était les applications pour l'asile en Europe, dans une situation de classroom, et l'objectif, la tâche qu'ils avaient à faire, c'est faire en sorte que les gens collaborent. Et donc ça, c'est un peu délicat parce que c'est encore challenging. Et on est arrivé, il y avait cette chose sur la table, et donc les personnes qui l'avaient fait nous ont dit, en fait, nous, on ne veut pas documenter, nous, ce qu'on veut faire, c'est faire une performance. Donc, ils ont pris des petites bandelettes découpées de personnes en papier, et ils nous les ont données, chacun, sans nous expliquer ce que c'était. On ne savait pas ce que c'était. Quand tout le monde a eu ces bandelettes, ils ont commencé à expliquer le mapping entre les données et la physicalisation, et ils nous ont dit, voilà, en fait, là, tu as 33 mails, donc 33 hommes, et ils ont entre tel âge et tel âge, ils sont demandeurs d'asile, et en fait, quand ils nous donnaient les bandelettes, ils nous disaient « t'es responsable de ça ». Du coup, on s'est tous retrouvés avec ces bandelettes dans la main, on était tous là comme ça, et à se dire « ok, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Et au milieu de la table, il y avait cet espace qui était censé représenter l'espace européen, et tout le monde a commencé à comparer ces bandelettes, se dire, ok, toi, ils ont quel âge? Ok, en fait, chaque personne, c'est 1000 demandeurs d'asile. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et c'était très, très délicat comme situation, parce qu'on on a tous ressenti très fortement ce symbole de rapport entre l'objet physique et les données que ça représentait. Et pourtant, en fait, c'était juste un objet comme un autre. Néanmoins, à la fin du workshop, quand on a demandé à tous les participants de nettoyer tout
avec nous. Il s'est retrouvé que personne ne s'est senti prêt de mettre ça à la poubelle. Du coup, il y a quelqu'un qui les a accrochés sur les fenêtres. Voilà, c'était juste pour présenter ce dernier train. Oui, mais du coup, une des questions qui est venue, parce qu'on a... Donc c'était un workshop avec des designers, et d'ailleurs, on est très intéressé de voir si ce process-là marche avec d'autres types de personnes qui ont des backgrounds complètement différents, parce que voilà, travailler par la contrainte, il nous semble que ça peut être vraiment intéressant, pas que pour des designers. Et une des questions ouvertes qui s'est posée à la fin, c'est en fait finalement le fait de construire la visualisation est peut-être beaucoup plus fort et de mettre en scène comme ça, beaucoup plus fort que en fait de voir même une data physicalisation dans un musée ou de se retrouver face à une sculpture par exemple. En fait, le fait d'être impliqué dans le process de le faire, c'est quelque chose qui leur a beaucoup plu. Ouais, qui a eu beaucoup de sens pour sur plusieurs des cas, là, on voit qu'on ne peut pas faire de comparaison, par exemple, brute entre les physicalisations. Elles ne permettent pas ça, en fait. Mais elles permettent les gens de les engager d'engager dans un processus de construction et d'autres. Voilà, enfin, si vous voulez plus d'informations sur ces ateliers, tout est en ligne et en open source. Et voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci.